Je voudrais, avant de commencer mon propos, avoir quelques mots liminaires, parce que je crois que ce qui nous fédère tous ici dans cette salle, et peut-être au-delà, c'est l'école. En particulier, nous nous intéressons aujourd'hui à l'enseignement primaire. Ailleurs, on a tendance à appeler ça aujourd'hui l'éducation de base. J'ai également tendance à croire, mais je pense que vous le partagerez avec moi, que l'école, c'est en particulier le lieu d'élaboration, d'acquisition et de participation au savoir savant. L'école sert d'abord et avant toute chose à décrire le monde, à l'expliquer et à le comprendre. Or, de manière indéniable, il me semble que vous conviendrez avec moi que le monde actuel est le fruit d'une longue évolution et que le monde actuel évolue de manière prodigieuse, à une vitesse prodigieuse. Du fait des découvertes scientifiques, du fait également des processus technologiques et du génie technique. C'est cela qui est le moteur du monde. Souvenons-nous, pour ce que la science et les mystères du monde intéressent. Depuis la nuit des temps, je dis bien depuis la nuit des temps, l'homme, levant le regard vers le ciel, observe Sirius. Dans toutes les sociétés du monde, l'étoile Sirius a été observée et décrite, de manière même surprenante par rapport aux techniques qui existaient, au savoir qui existait. Or, aujourd'hui, nous avons reculé les frontières de l'univers. Hubble vient de nous faire découvrir de lointains horizons où très probablement on pense que des possibilités de vie existent. Sans l'école, on n'y serait pas parvenu. C'est donc avec sur tout cela que je me base pour m'adresser à vous. Je voudrais également souligner que plus que jamais, les distances du monde se sont fortement réduites et que les peuples sont plus que jamais proches les uns des autres. Nous sommes dans un processus, on va dire à la française ou à la francophone, réel de globalisation et de mondialisation, dans le sens technique de ces deux mots, mondialisation et globalisation. Ce qui m'amène à dire, pour ce que je vais faire et qui intéresse en particulier les rapports qu'il y a, et que je vois moi personnellement, depuis 30 ans que je m'intéresse à ces questions, aux relations entre la technologie, la société, l'éducation et l'enfant, je voudrais, avec votre permission, axer mon propos sur 5 points. J'irai probablement assez vite, parce que je vais évoquer ici des choses que vous connaissez, que nous connaissons tous les uns et les autres, en mettant certainement un accent particulier sur ce qui se passe au Sud. Donc, souvenons-nous, je dirais de quoi je souhaiterais que nous nous souvenions. J'évoquerai la question de la technologie au sens fort du terme, les rapports entre la société et la technologie, l'éducation et la technologie, et enfin, les rapports actuels qui s'observent entre l'enfant, la technologie et l'éducation. Souvenons-nous. Il me semble utile, dans un monde où des repères théoriques, épistémologiques, philosophiques semblent exister de moins en moins, il me semble intéressant, peut-être utile, de rappeler un peu Magluhan, de rappeler le jaillissement de l'esprit, de rappeler ce qui était au début de l'aventure de l'introduction de l'informatique dans nos systèmes éducatifs au début des années 80,
la programmation, basique, logo. Le défi mondial de Jean-Jacques Servan-Schreiber, j'évoquerai quelque chose que j'ai appelé « Un monde s'effondre », je dirai pourquoi. Et puis, enfin, un dernier propos que j'évoquerai, c'est « Papa, je ne veux pas aller à leur école ». Cet enfant dit, dans sa supplique, « Papa, je ne veux pas aller à leur école, à cette école-là qui existe encore. Je ne veux pas y aller. » Et je dirai pourquoi. Souvenons-nous de McLuhan. McLuhan, c'était, il va sans dire, dans cet amphore, la galaxie Gutenberg, le message, c'est le médium. On dira pourquoi le message, c'est le médium, mais je suppose que tout cela, chacun d'entre nous le sait. En particulier, ce qui me paraît intéressant ici, c'est de dire que les technologies créent, mitandis, un monde chaque fois totalement nouveau. Les contenus des technologies, je crois que c'est un postulat qu'on peut accepter, les contenus des technologies, c'est que la technologie permet, si le message est le médium, les contenants ne sont pas passifs. Les contenants sont des processus actifs. McLuhan insiste de manière particulière sur le fait que chaque nouveau progrès technique et technologique entraîne de nouveaux changements radicaux dans la vision du monde et dans le monde. Je crois que c'est quelque chose qui a été dit il y a là fort longtemps, mais qui demeure encore. Chaque fois qu'il y a un nouveau pas technologique, chaque fois qu'il y a un nouveau pas scientifique, alors le monde évolue de manière, fait un bond important. Nous avançons par bond. La deuxième idée que je retiens personnellement de McLuhan, c'est que ces progrès technologiques entraînent également partout des progrès humains. Le monde évolue physiquement, les cultures évoluent, les hommes évoluent, les relations des hommes entre eux évoluent. Ça, c'est McLuhan. Pour nous autres qui sommes éducateurs et que nous intéressons en particulier à l'enfant, il me semble que ces mots papettes, Alain Jaillet est dans la salle, c'était l'interview qu'il avait recueillie de Papette en 2000, c'est le jaillissement de l'esprit. La technologie, c'est continuellement le jaillissement de l'esprit. Les tablettes nous amènent à une nouvelle conception de l'apprentissage, des processus d'apprentissage, des mécanismes d'apprentissage, des possibilités d'apprentissage qui étaient inimaginables jusqu'à maintenant. C'est également, toujours Saint-Pater, l'enfant, la machine à connaître, repenser l'école à l'ère de l'ordinateur. Je crois que plus que jamais, ça a été dit tantôt, ça a été évoqué tantôt, sauf l'encrier qui disparaît, rien ne semble avoir changé. Hélas, c'est une illusion que de croire que rien n'a changé à l'école et dans les salles de classe. Parce que les salles de classe, elles vont progressivement disparaître. Nous allons être dans des écoles sans murs. C'est Maastricht. C'est les écoles de médecine également aujourd'hui au Canada. C'est amené par l'approche, par les problèmes. Reconstruire les bâtiments de l'école pour qu'un nouveau type de savoir puisse y être dispensé. Et à terme, ce qu'il y a devant nous, c'est ça se passera ailleurs que dans des salles. Ailleurs que dans des salles. Souvenons-nous également, on en parle beaucoup aujourd'hui, on dit attention, il faut enseigner la programmation. Oui, il faut enseigner la programmation. On a discuté hier de l'algorithmique, de qu'est-ce que c'est que l'algorithmique. Souvenez-vous, quand les micro-ordinateurs apparaissaient, Apple Europlus, Apple II, etc., au début, était la programmation. C'était de la programmation. C'était de la programmation pour le tout public, en particulier dans BASIC, par le Turbo BASIC, par Pascal, par le langage C, etc. Tout le monde était mordu de ça. Il fallait savoir faire. Il fallait être capable de programmer dans un langage machine, etc.
Puis le génie de l'homme a imaginé le langage logo, qui a été pendant quelques années mis aux oubliettes. Et que, mitandis, on y revient. On est obligé de revisiter cela pour pouvoir aller plus loin que ce qu'on faisait au début des années 80. C'était également au début des années 80, pour ceux qui ont vécu l'aventure, le défi mondial de Jean-Jacques Schreiber qui disait attention, quand le bédouin du Sahara, du golfe Persique se réveillera, qu'est-ce qui va se passer au monde? Ce qui s'est passé au monde, on l'observe. La Sorbonne la plus significative, la plus dynamique, la plus actuelle, la plus recherchée au monde, elle est dans le golfe Persique. Elle n'est pas à Paris. Les universités les plus prestigieuses se délocalisent là-bas, parce que c'est là où ça se passe. C'était donc Jean-Jacques Servan-Schreiber, le défi mondial. Le défi mondial avait été précédé par l'œuvre d'un romancier nigérian, de Lagos, qui, observant sa société, disait le monde s'effondre. Le monde s'effondre dans son village, l'urbanisation arrive, l'électricité arrive, le train arrive, l'avion se pose, le monde s'effondre. Je le transpose en disant, aujourd'hui, un monde s'est effondré. Avec le XXe siècle, nous sommes dans un autre monde que le monde qui a existé encore jusqu'à la fin du... Avec le XXIe siècle, un monde s'est effondré et nous sommes dans un monde qui n'a pas existé jusqu'à présent et qu'il nous faut inventer, et qu'il nous faut savoir inventer. Donc, le processus de mondialisation et de globalisation est indéniable. Dans les années 97, j'ai rencontré un enfant qui disait « Papa, je ne veux pas aller à leur école ». Ce qui me semble plus exact, plus facilement observable qu'alors, qu'en 1997. Il disait simplement « Papa, je ne veux pas aller à leur école parce que ce qu'ils y enseignent dans des manuels scolaires jaunis, racornis, etc., ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qu'on y enseigne dans des laboratoires de physique, dans des laboratoires de chimie, etc., ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de participer à l'aventure humaine. Ce qui m'intéresse, c'est de créer du savoir. Est-ce que nos écoles aujourd'hui facilitent de participer, de comprendre le monde, de participer à l'aventure humaine et de créer du savoir? Il nous faut inventer cela. Peut-être que la technologie nous y aide. Qu'on y prenne garde. Qu'on y prenne garde lorsqu'on regarde les données statistiques sur l'évolution des technologies, on dit on arrive peut-être à un palier d'équilibre où l'ensemble des humains seront dotés d'un objet portable, d'un téléphone, d'une tablette, d'un GSM, etc. Et que donc on va vers une saturation technologique. J'ai dit non. C'est une mauvaise observation. Lorsque nous atteindrons, ou nous serons à la veille d'atteindre ce seuil de un humain, un objet numérique, alors les constructeurs vont nous proposer de nouveaux outillages, plus intelligents, plus sophistiqués, d'utilisation plus facile que ce n'est actuellement le cas. J'insiste ici sur le fait que, malgré le faible taux de pénétration de ces objets numériques aujourd'hui en Afrique, c'est également et paradoxalement la partie du monde où le marché est le plus en expansion. En termes de taux de croissance, il est de 18% dans les pays, en Afrique subsaharienne, les pays d'Afrique du Nord, Maghreb, Égypte, etc., Tunisie, Maroc non compris, en Afrique au sud du Sahara, dans une ligne allant de Dakar à Mogadiscio, et peut-être jusqu'avant l'Afrique du Sud, donc jusqu'en Angola, l'Afrique du Sud non comprise, c'est la partie du monde où la croissance technologique
est la plus forte. Je crois que ce n'est pas rien. Il va sans dire que également il y a une assez rapide croissance de l'accès à Internet. Je soulignais hier à nos collègues ici que Facebook vient de décider de lancer un satellite cette semaine-ci, là, ou la semaine dernière, en tout cas à la fin de la semaine dernière, il n'y a pas encore 7 jours, consistant à dire je vais lancer un satellite pour faciliter l'accès à l'Internet, au débit, etc., à ces pays d'Afrique subsaharienne. Les indicateurs Sénégal sont toujours à propos de la technologie extrêmement intéressants. On est à un taux d'accès au mobile de plus de 100%, en référence par rapport à la population de 2013, où il y avait 14 millions d'habitants, et où on a 21%, disons 22% de la population qui a accès à l'Internet, avec la possibilité, bien sûr, comme on a indiqué tantôt, que cela aille en s'accélérant, que cela s'accélère de manière extrêmement importante. Ce que je montre ici, c'est la part que le marché occupe dans le numérique. Dans nos villes se créent des marchés, dans toutes les villes d'Afrique subsaharienne, se créent des marchés qui sont spécialement dédiés au numérique. La société et la technologie, qui est mon troisième propos, c'est la marche au galop, au pas de charge de la numérisation de nos sociétés. Au Sénégal, nous évoluons de manière accélérée, fortement accélérée, soutenue par l'État, voulue par l'État, vers le tout numérique. Vers le tout numérique en termes d'accès aux services, de commercialisation, etc. Tout devient numérique. Et ça, du fait également de toutes ces sociétés de téléphonie, des opérateurs téléphoniques qui s'installent dans le pays. La technologie telle qu'elle est, du fait du marché, du fait des caractéristiques propres à la technologie, soutenues, accompagnées par le marché, ce sont des mutations sociales. Tout phénomène qui s'observe depuis déjà les radios FM, la télévision, etc. Les médias entraînent inéluctablement, au nord comme au sud, des processus d'acculturation. Inéluctablement. Le monde francophone, sous Chirac, notamment ici en France, a fortement tenté de résister à la pensée unique, au dictat culturel des États-Unis, etc. Qu'en est-il résulté? Je ne sais pas répondre à cette question. Je souligne j'attire l'attention de manière particulière sur le fait que la technologie entraîne de nouvelles pratiques sociales, en particulier via le GSM, en particulier via Internet et en particulier via tout ce que la connexion permet. Il naît, observais-je, jusqu'au sermon de l'imam du dimanche, la prêche de l'imam du dimanche, la prêche de l'imam du vendredi, pas le dimanche, la prêche de l'imam le vendredi, c'est le moment où l'imam lit l'actualité jusqu'à ce vendredi-ci et prescrit des comportements qui lui semblent licites par rapport à la religion pour les temps à venir. Ça se fait de plus en plus sur tablette. Dans ma mosquée, en tout cas, l'imam se sert de tablette pour le faire. Comment? Pourquoi utilise-t-il la tablette? Qui le sait? Lit-il seulement? Va-t-il chercher de l'information? Qu'est-ce qui se passe? Comment prépare-t-il son sermon pour le présenter sur tablette?
Je crois que c'est une question que les communicateurs devront, que les sociologues à tout le monde, et peut-être les psychologues, devront étudier. L'imam, c'est celui qui fait la pensée, qui lit le monde et qui dit le monde à venir. Comment on devra se comporter. Il le fait sur tablette. Sans compter l'engouement populaire. Demandez à mes collègues qui sont ici présents d'Afrique de vous ouvrir leur sac pour vous dire combien ils ont de GSM, de téléphones portables dans leur sac. Celui qui n'en a pas deux n'est pas un citoyen digne de son nom. Ils ont tous des fagots de portables. Ils ont un portable de chacun des opérateurs de téléphonie dans nos pays. Ce qui se traduit par quoi? Ce qui se traduit par le fait que la société, même au Sud, elle devient savante. Les femmes savent ce qu'il en est de la contraception. Les femmes savent ce qu'il en est de la planification familiale. Les femmes savent ce qu'il en est de se palper pour voir où est-ce qu'elles en sont par rapport à des affections de sang, etc., etc. La société devient savante. Vous ne savez plus tenir, permettez-moi l'expression, je vais être grossier, vous ne savez plus tenir un baratin à des villageois pensant qu'ils sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou naufragés en Amazone et qu'ils ne comprennent pas le monde. Non. Derrière leur arc, leur carquois, etc., ils ont des téléphones portables et ils savent ce qui se passe au monde. Ne pensons pas que parce qu'ils ont encore des feuilles autour des reins, qu'ils ne savent pas ce qui se passe au monde. Ils savent ce qui se passe au monde. Ils sont informés du monde. Or, ils sont informés du monde, il me paraît anecdotique de montrer que, j'espère que ça va marcher. Bon. J'ai voulu montrer ici, mais bon, voilà que je pense que c'est parce que ce n'est pas dans le bon répertoire. Ici, ce que j'ai voulu montrer, c'est que mardi dernier, dans ma famille, se fait un baptême pour montrer à quel point la technologie entraîne des mutations sociales, un baptême d'un enfant qui est né ici à Nantes, il y a 15 jours, qu'on baptise à Nantes, et la cérémonie religieuse se passe au Sénégal, et c'est via Skype que la cérémonie s'effectue. Via Skype. Et si, j'aurais aimé montrer, n'est-ce pas, cette cérémonie se déroulant via Skype, mais malheureusement, la technologie nous joue un tour et ça ne marche pas. Et voilà d'ailleurs que, bon, donc, j'aurais aimé montrer cette image-là, mais malheureusement, elle ne vient pas. Disais-je tantôt, tout devient électronique. Nos sociétés deviennent électroniques. Ici, c'est le mobile banking. De plus en plus chez nous, la monnaie pièce et papier va disparaître. Au Sénégal, en tout cas, on peut estimer qu'au plus tard, au début dans les années, enfin, d'ici 2017, il y aura très peu comment ça s'appelle, de monnaie physique en circulation, parce que de plus en plus, on nous invite à payer nos factures, toutes les factures, téléphone, eau, etc., loyer, etc., etc., nos factures au marché, etc., etc., à le payer via de la monnaie électronique. Donc, et ça, c'est une publicité d'Orange, disant, écoutez, bon, j'achète, je vends, je fais tout, hein, je paye mes factures via c'est Orange Money. Peut-être que la société, l'éducation et la technologie. L'éducation et la technologie, la référence qui me paraît intéressante ici, c'est encore ces mots papettes. Et c'est ce que j'ai nommé tantôt en disant, on a pensé qu'il n'y a que l'encrier qui a disparu. Non. Non. En réalité, ce qui s'observe, c'est que l'école s'intéresse de plus en plus, ou l'école s'intéresse plus que jamais, à ce qui se passe en dehors de l'école. Ce qui intéresse les enfants, ce n'est pas tant ce qu'on leur apprend à l'école, ce qu'on veut leur apprendre à l'école, que ce qui se passe en dehors de l'école, ce qui se passe dans le monde. C'est cela qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est véritablement cela. C'est le monde vivant, palpitant, et non pas l'école dans sa froideur. Ce n'est pas cela qui les intéresse. On observe, en particulier dans les pays du Sud, on observe dans les pays du Sud, je vais le dire de cette manière-là, un phénomène de déscolarisation inquiétante. Alors que
depuis Jomsiane. Nos États investissent avec leurs partenaires de manière extrêmement importante dans l'accès à l'éducation pour tous. Plus nous comptons le nombre d'enfants qui ont été à l'école, plus on compte le nombre des individus, pour l'appeler en termes statistiques, qui ont été à l'école et qui, au bout de quelques années, disent « Écoutez, ce qui s'y passe ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse en tant qu'individu, en tant que membre d'une famille, ce n'est pas tant d'aller apprendre, d'aller voir, d'aller écouter, d'aller regarder ce qui se passe dans les écoles, que de réussir ma vie. Que de réussir ma vie. » La question posée aux chercheurs étant de savoir qu'est-ce que cela veut dire réussir sa vie. On va chercher à réussir sa vie hors de l'école. De plus en plus, souvent, observons-nous des gens qui vont essayer, qui essayent et qui réussissent leur vie hors de l'école. Si réussir sa vie, c'est occuper une place de choix dans sa famille, occuper une place de choix dans la société, qui sont les leaders aujourd'hui de la société, en termes marchands, en termes politiques, en termes sociaux, qui sont regardés, qui sont écoutés, ce n'est certainement pas les intellectuels ou ceux qui ont été à l'école. Ceux qui sont le plus écoutés, c'est ceux qui savent mettre des billets sur la table et défendre leurs arguments à coups de billets. Ceux-là qui ont de l'argent pour faire cela, ils ne viennent pas de l'école. Quand bien même ils sont aux charges, quand bien même ils interviennent ou travaillent dans des entreprises privées. Ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour entretenir une clientèle et pour pouvoir se faire respecter. Les intellectuels n'ont pas le respect de ceux qui ont réussi leur vie de cette manière-là. Ils sont regardés d'une autre manière. La technologie et l'éducation, c'est également les visions de l'OIF et de l'AIF, pour ce qui nous ici nous intéresse, n'est-ce pas? C'est IFADEM, on l'a nommé dans la salle, on l'a dit. Beaucoup d'élèves, peu d'étudiants, beaucoup d'élèves, peu d'enseignants, notamment au primaire. La désertion, bien sûr, le manque d'attractivité de la fonction enseignante, quasiment dans tous les pays, quand bien même dans certains pays comme le Sénégal, les salaires ont été très fortement valorisés ou revalorisés. Ce n'est pas cela qui fait que, etc. Donc se pose la question des enseignants, la question enseignante. Aurons-nous assez d'enseignants? Aurons-nous assez d'enseignants qualifiés? Peut-être ouvrir une fenêtre ici, une parenthèse plutôt, pour dire que en dehors de la crise des effectifs d'enseignants et de la question de la formation des enseignants, se pose dans le Sud une question particulière vis-à-vis des enseignants qui est le recrutement massif d'enseignants sans qualification et pas toujours avec les niveaux académiques requis, depuis Jomsiane. Jomsiane, plus le sommet de Dakar, ont entraîné les pays du Sud à recruter massivement des enseignants sans toujours se préoccuper de savoir est-ce qu'ils avaient la maîtrise suffisante au plan académique, est-ce qu'ils avaient un tant soit peu de coloration pédagogique qui leur permettent d'effectuer le job. On a répondu, il est dommage que Pierre Claver ne soit pas avec nous, je souhaite qu'il va arriver. Ces organisations internationales, UNICEF, Banque mondiale, ONU, etc., qui nous avaient entraînés sur cette voie-là, de recruter massivement des enseignants pour pouvoir atteindre la scolarisation primaire universelle, on dit au même moment, dans cette période de 90 jusqu'aujourd'hui, c'est maintenant qu'ils commencent à réviser leur point de vue, que les enseignants sans qualification obtiennent de meilleurs résultats que les enseignants qualifiés. Le chercheur a dit, écoutez, c'est peut-être de la pub. C'est peut-être de la pub. Et j'avais commis 2 étudiants burundais sur cette question qui ont fait des thèses et qui ont dit, attention, il faut relativiser. Cette question, c'est Pierre Claver qui malheureusement dort quelque part à Roissy depuis hier.
Et c'est également Étienne, nos collègues du Burundi le connaissent, et leurs travaux sont visibles sur le net, disant que, attention, bon, on en revient aujourd'hui à dire qu'il faut qualifier les enseignants, et c'est IFADEM. Nous avons des autorités d'IFADEM dans la salle. J'ai mis le lien IFADEM pour ceux d'entre vous que ça intéresse, qui est de IFADEM, c'est Initiative francophone de formation à distance des maîtres, consistant à dire, écoutez, tout de même, on a recruté massivement beaucoup d'enseignants, il est grand temps d'aller les qualifier. Or, disais-je, s'observe actuellement une pénurie d'enseignants. Pénurie d'enseignants au nord, mais également pénurie d'enseignants au sud. Et ce qui se passe, mais malheureusement, je ne pense pas que ça marche, c'est au Ghana, ça ne marche pas. Donc, si j'étais resté dans mon... Hein, ça ne marche pas. C'est l'expérience ghanéenne qui est tout à fait récente, qui consiste à utiliser, à offrir, à créer des classes virtuelles pour l'élémentaire et où le Ghana espère que ça va lui permettre de pouvoir faire face à la pénurie d'enseignants dans ce pays. Hein, dans les documents d'accompagnement de ma présentation, de mon intervention, j'ai mis le lien pour qu'on puisse accéder à cette vidéo-là sur le Ghana, etc., etc. Je crois qu'également, c'est quelque chose à quoi il faut prêter attention. Autant il y a des moyens technologiques légers qui vont de plus en plus être accessibles à tout le monde, des téléphones portables, des tablettes de toutes sortes, des copies, des clones de tablettes de toutes sortes, etc., etc. En même temps, des interventions très très lourdes, comme les expériences de VESAT, etc., etc., au Ghana et au Sénégal et dans d'autres parties du monde. L'enfant, la technologie et l'éducation, je vais aller vite. L'enfant, la technologie et l'éducation, j'ai montré ici que j'ai surpris, il y a ce week-end-ci, ça fera une semaine, des enfants assis chez eux, si l'image pouvait être agrandie, du primaire, qui ont pour activité du dimanche celle-là, avec une tablette, un téléphone portable et puis un troisième qui bon. Pour dire que si cette image est parlante, si elle dit quelque chose, ces enfants qui consultent sur Internet, ils en savent plus que leurs parents savent. Il est probable qu'ils en savent plus que les maîtres savent. Et c'est ce que c'est Moupa Perdité. Dans cette interview qu'il a accordée à Alain Jaye disait, qui est dans la salle, il existe très probablement, on a vu plusieurs enseignants, on voit de plus en plus d'enseignants faire des préparations enfin sérieuses. Parce que lorsqu'ils arrivent en classe, notamment au collège, beaucoup plus souvent au collège qu'au lycée, lorsqu'ils arrivent, ils ont peur d'être collés par les élèves sur les questions qu'ils vont aborder. Ils vont faire donc des préparations aussi sérieuses ou plus sérieuses que les élèves qui ont été regardés sur Internet. Ce qui m'amène à dire que la jeunesse, elle est universelle. Elle est universelle, elle a les mêmes occupations, les mêmes jeux, les mêmes passions, les mêmes modes, les mêmes modèles et les mêmes ambitions. Je renvoie ici au Libéria, qui fait un effort dans ce sens, d'amener les enfants à une réelle maîtrise de la technologie. Et enfin, je montre les bilans actuels de l'utilisation de la technologie dans l'éducation de base et dans l'enseignement primaire en Afrique au sud du Sahara, en renvoyant à deux références. La référence de la Banque mondiale sur l'enquête sur l'éthique en Afrique et la référence de l'AFD, dans le numéro de Savoir Comment numéro 17, numérique au service de l'éducation en Afrique. Donc, voilà mon propos. J'aurais aimé le détailler autrement, mais je savais bien qu'il fallait aller à l'essentiel. Voilà, c'était une évocation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.